Depuis 2022 et l'énorme baisse de résultats et de chiffres de Intel, le cours de l'action n'a cessé de chuter pour perdre jusqu'à 70% de sa valeur. Après que l'entreprise ait perdu une grosse partie de sa valeur en bourse, tout le monde a commencé à casser du sucre sur son dos, que ce soit les youtubeurs, les influenceurs, tout le monde sur internet et à la télé disait que Intel était un exemple parfait de value trap, que c'était une entreprise démodée, une entreprise qui était en train de mourir et qui ne pourra jamais remonter. Pourtant, depuis le début de l'année 2023, Intel ne cesse de rassurer et commence à avoir son cours qui a pris plus de 70% depuis les plus bas. Alors reste bien attentif dans cette vidéo parce que si tu as Intel dans ton portefeuille ou si tu souhaites l'ajouter à ton portefeuille, tu vas découvrir tout ce qu'il faut savoir avant d'investir ou avant de manager sa position. Avant de découvrir si l'entreprise correspond oui ou non à mes critères rentiers boursiers et si elle est sous-évaluée ou pas, il faut comprendre de 1 pourquoi l'entreprise a baissé et de 2 pourquoi elle remonte autant. Alors les raisons de la baisse sont globalement assez simples. Alors oui, on a eu des problèmes, des pénuries de semi-conducteurs, des pénuries d'éléments dont Intel avait besoin, mais ça, tout le monde a été touché par ça. Donc ça a affecté le marché dans sa globalité, mais pas que Intel. Donc ça, on va le mettre de côté. Ce qui pour moi a beaucoup impacté Intel, c'est surtout la forte concurrence et surtout la montée en puissance de AMD et Nvidia qui commençaient à faire des processeurs plus puissants, moins coûteux et bien de meilleure qualité. Intel a donc commencé à perdre pas mal de contrats importants, de gros contrats, et notamment un énorme contrat avec Apple. Si tu te souviens bien, il y a quelques années, on n'avait pas les puces M1, M2, M3 Pro, etc. On était sur des puces Intel dans les Apple. Et ce qui a été assez bluffant, c'est la facilité qu'Apple a eu à dégager Intel et surtout la puissance que ça a dégagé. À partir du moment où les puces sont sorties de ces ordinateurs, les ordinateurs Apple sont devenus beaucoup plus puissants, beaucoup plus performants. Alors, on a compris que finalement, Intel n'était pas si bon que ça dans les puces ou alors que c'était facile de les surpasser. Alors, il faut bien comprendre que non, Intel c'est leur spécialité, ils sont capables de rebondir à ça, mais sur le moment, quand le marché digère une information pareille, tu te rends compte que des ordinateurs deviennent beaucoup plus puissants et produisent beaucoup plus d'argent juste parce qu'on leur enlève Intel. Donc c'est quand même quelque chose qui a impacté le cours de la bourse. Et puis quand on voit le boost de puissance qu'a eu Apple, on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils ont foutu Intel dans la partie recherche et développement de leurs puces? Pourquoi ils n'ont pas été capables de donner des puces beaucoup plus performantes dès le départ? Parce que sur des MacBook Air, on s'en fout un peu, mais sur des produits vraiment premium comme des MacBook Pro, etc., c'était pas normal que la puissance se fasse surpasser à tel point par des nouvelles puces M1. Donc tous ces éléments cumulés ont fait que les chiffres ont baissé, les perspectives d'avenir ont été revues à la baisse également, et beaucoup de contrats ont été perdus de la part d'Intel. Maintenant, une fois que la tempête est passée, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Intel, ça reste quand même un leader dans son domaine. C'est une entreprise qui est bien diversifiée. Ils vendent pour 26% à peu près aux États-Unis, 27% en Chine, ils vendent, je crois, à 10-15% à Singapour. Ils sont vraiment partout dans le monde et ils sont très diversifiés. Là où ses concurrents peuvent avoir un peu plus de mal avec ça. Donc maintenant, ce qui va expliquer la remontée, premièrement, on va voir l'IA. Intel se positionne bien sur l'IA, sa puce d'IA est vraiment en plein essor et là ils acquièrent de plus en plus de contrats et de clients par rapport à ça. On a également des rumeurs de contrats avec la défense américaine, donc c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Et ce qui va être pour moi une des informations les plus importantes, c'est le fait que Intel commence à essayer d'ouvrir des usines aux États-Unis, commence à essayer de produire local et c'est quelque chose de très important parce qu'au cours des 10-20 dernières années, tous ces matériaux, tous ces composants électroniques, ils étaient fabriqués en Asie à moindre coût. Et là, on commence à se rendre compte, de 1, avec la pandémie, que ça pouvait causer beaucoup de problèmes si on ne fabriquait pas les choses sur notre sol. Et de 2, pour les données. On sait très bien que la Chine et les US, ce n'est pas les meilleurs amis du monde, qu'ils ont une sorte de guéguerre entre eux, surtout d'un point de vue commercial. Donc, il ne faut pas que un pays soit capable de prendre les données d'un autre. Et quand tout est fabriqué depuis la Chine, depuis Taïwan, depuis l'Asie, eh bien, ça porte à des problèmes de confiance. Et donc là, Intel a voulu jouer le coup là-dessus et a investi massivement pour ouvrir ses usines fabriquées aux États-Unis.
Et donc ça, je pense que c'est un très bon point pour l'entreprise et ça lui permettra d'augmenter sa fiabilité de livraison parce que tout sera produit localement. Alors pas tout, mais une bonne partie des choses pour le marché américain sera produit localement. Et je pense que ça, ce sera un bon point, surtout pour des affaires d'espionnage industriel, pour des affaires de sécurité informatique, etc. Je pense que c'est un bon coup stratégique de la part d'Intel. Un autre élément qui a une énorme importance là-dessus aussi, c'est que depuis qu'on a atteint les plus bas ici, on va dire à peu près en mars 2023, fin d'année 2022, début 2023, on a 3 trimestres consécutifs où les estimations sont largement battues. On commence ici en mai, où on a une estimation qui était à moins 0,16 et là on fait moins 0,04. Donc on est quasiment à break-even ici, ce qui est 75% mieux. Ensuite, on a une nouvelle en juillet, l'estimation était à moins 0,38, on est à 0,13. Donc on gagne de l'argent, encore mieux, 400% meilleur. Et là, la dernière qui est sortie en octobre, le 26 octobre, 86% meilleur. Donc on fait x2 quasiment sur les estimations de bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose de très bon et c'est ce qui pousse Intel à la hausse et c'est aussi ce qui crée ce momentum. Parce que maintenant qu'on a un momentum haussier, eh bien l'entreprise va potentiellement continuer de remonter. Alors, jusqu'où on ne peut pas vraiment savoir, mais on est là parti dans un joli momentum haussier. D'autant plus que ce momentum, il est accéléré par les analystes qui retournent un peu leur veste. Quand ils disaient que Intel était au fond du trou, etc., maintenant ils commencent à dire « Tiens, Intel, on les voit arriver à $50, on les voit arriver à $55. » Donc on a un consensus qui est de plus en plus haussier, et ça, forcément, ça influence les marchés, ça les pousse à la hausse. Maintenant, on va regarder si, oui ou non, Intel, c'est une entreprise qui pourrait correspondre à un portefeuille rentier boursier, et si c'est une entreprise qu'on devrait considérer par rapport à ses fondamentaux. Déjà aujourd'hui, on est sur un rendement à 1,17% parce qu'ils ont baissé le dividende l'année dernière. C'est faible. Après, on est dans le domaine technologique et il n'y a pas grand monde qui a un dividende dans ce domaine et surtout personne n'a un dividende aussi élevé. Donc, forcément, 1,17 c'est mieux que rien, mais moi je trouve ça faible. C'est pas le genre d'entreprise qui va m'intéresser avec un rendement pareil. Ensuite, la croissance, on est à 0% étant donné qu'il vient d'être baissé. Les années consécutives d'augmentation, 0 parce que ça vient d'être baissé également. Et le P/E ratio, on est un peu moins de 30% pour ce rendement à 1,17. C'est pas mal, c'est bien. De toute façon, c'est bien qu'ils aient baissé le dividende parce qu'au point où ils en étaient, ça devenait trop compliqué. Mais là, par rapport au dividende, moi, ça reste quand même quelque chose qui ne me plaît pas des masses. Déjà parce qu'il a été baissé et qu'il n'y a plus d'années consécutives d'augmentation. Ça ne me plaît plus, ça ne rentre plus dans mes critères à partir de ça. Et parce qu'on est trop faible. Donc là, je pense qu'il vaut mieux laisser l'entreprise se développer. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, on a une croissance sur les 10 dernières années de seulement 1%. Donc, ce n'est pas beaucoup de croissance en termes de chiffre d'affaires. Au moins, il n'y a pas eu de décroissance sur le chiffre d'affaires, mais ce n'est pas terrible. Sur les bénéfices, là, on a tout perdu. Hein. On est arrivé en négatif. On avait quelques bénéfices, on arrive en négatif. On n'a pas vraiment de croissance là-dessus, donc on va voir comment ça va se développer. Mais pour le moment, les analystes sont plutôt confiants sur le fait que les bénéfices devraient se développer en moyenne de 5% par an sur les 5-10 prochaines années, avec 2-3 années là, qui arrivent où ça va se développer plus vite parce qu'on va avoir un rebond. Les bénéfices nets par action, on est à moins 10%. Et les marges opérationnelles, là, on va être aux alentours de 25%. Les marges, c'est quelque chose de bien. On est pas mal sur les marges. Par contre, tout ça, là, c'est vraiment pas terrible. Tout ça, c'est vraiment pas terrible. Et donc, moi, ça ne me convient pas. Pour le ROE, donc le Return on Equity, on est à 20%. C'est bien. C'est quelque chose, ça montre qu'on a quand même quelque chose d'intéressant qui gère un minimum bien l'argent. Donc, ça peut être pas mal. Les actions en circulation, on a quand même une entreprise qui, au cours des 10 dernières années, a réduit le nombre d'actions en circulation. Donc, les actionnaires n'ont pas été dilués. Et ça, c'est bien pour soutenir le prix de l'action. Et concernant la dette, si on regarde un petit peu la dette, on va être à dette sur equity 0,4. C'est très bien. Dette sur EBITDA 1,8. C'est très bien. On a une dette qui est faible, qui n'est pas très élevée. Là, c'est très bien. Donc, concrètement, Intel, ça ne rentre pas dans un portefeuille rentier boursier. Parce que moi, je veux des dividendes croissants avec un bel historique, des fondamentaux en croissance
et une dette qui est bien gérée, et en plus de ça, une action sous-évaluée. Donc, on ne coche pas la case dividende pour Intel, donc ça ne rentre pas dans le portefeuille. Maintenant, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une entreprise que tu ne peux pas considérer, parce qu'on a quand même de belles marges, on a quand même un bon ROE et très peu de dettes, donc on est sur une entreprise qui peut être intéressante, qui a une forte image de marque. Ce n'est pas une entreprise qui est née de la veille. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui peut... d'un point de vue marque, d'un point de vue image de marque, qui est quelque chose de solide. Alors tous ces chiffres-là, c'est des moyennes, etc., qui ont été pris à partir de macro trends. Donc on peut voir ici par exemple l'historique. On peut regarder également, j'ai pris sur White Chart, donc là l'évolution par exemple de la dette sur equity, hop, qui est très bien. Les return on equity, on voit qu'il y a eu un gros drop ici, mais sinon on était un peu au-dessus de 20% à chaque fois. Les revenus, on voit la croissance et la baisse en 2022. Net income, pareil, on voit la croissance et la belle baisse en 2022. La dette to equity, on l'a vu. Les assets, on voit qu'ils sont en constante augmentation et ça, c'est très, très, très bien. La dette long terme, elle est très faible, hein. On a 42 milliards alors qu'on a 180 milliards d'assets. C'est quelque chose de très bon. Et la dette sur l'EBITDA, on voit qu'elle a globalement toujours été très faible. On monte à 1,80. C'est quelque chose de très bien. Il nous reste maintenant à analyser la valeur intrinsèque de l'entreprise pour savoir si ça représente une bonne opportunité à 43 $ d'investir dessus ou pas. Alors, globalement, Intel aujourd'hui, le free cash flow est négatif. Donc ça, c'est le free cash flow actuel. Je n'ai pas actualisé les dates, mais le free cash flow actuel, il est négatif. Et on est à moins 9 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'idée, en prenant un free cash flow négatif, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va essayer de voir ce qu'ils vont potentiellement pouvoir faire l'année prochaine et d'où ça devrait commencer. Quand on prend le free cash flow global de Intel, on peut voir que, mis à part 2022 où c'était très mauvais, on tournait quand même aux alentours de 10 milliards. Donc je trouve que 3 milliards, c'est quand même une bonne base pour démarrer, de repartir de 3 milliards. Ensuite, les analystes, eux, voient une croissance de 5% par an sur les 5-10 prochaines années. Moi, je vais prendre une marge de sécurité, mettre 4%. En revanche, les premières années, on va avoir une très forte croissance. Et donc là, c'est pour ça que j'ai mis 50% pour l'année 1, 2 et 3, donc N+1, N+2, N+3. Les 3 premières années, je pense qu'on aura plutôt 50% de croissance et ensuite du 4%, ce qui nous refera revenir aux alentours de 10-12 milliards de free cash flow. Donc en prenant ça en compte, on se retrouve avec une valeur intrinsèque à 38 $. Donc 38 $, on est à 43, ce serait surévalué à l'heure actuelle d'environ 13%. Maintenant, si on décide par exemple d'ici se dire qu'on n'aura pas qu'on aura 50%, mais pas sur 2 années uniquement, pas sur 3 années, uniquement sur 2. Ok? Donc on va modifier ça, on va le mettre uniquement sur 2. Et donc là, on arriverait plutôt à une valeur intrinsèque à 26 $. Personnellement, quoi qu'il arrive, je trouve que acheter du Intel à 40 $, c'est trop cher. Pour moi, Intel, oui, quand on était à 20-25 $, entre 20 et 25 $, c'était intéressant. Là, quand on était vraiment dans cette zone basse, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. C'était pas mal. Il y avait une opportunité. Maintenant, à 40 $, on l'a vu, les fondamentaux sont pas terribles. On n'a pas un dividende croissant. On a un dividende qui est très faible, on n'a pas vraiment de grosse croissance des bénéfices, etc. Donc à partir de ces données, toute l'analyse sur Intel et la théorie d'investissement se base sur est-ce que Intel sera capable de produire des bons chiffres dans le futur. Et à partir du moment où on base son analyse uniquement sur le futur, c'est très compliqué, très aléatoire et c'est quelque chose qui n'est pas impossible, mais ça repose plus sur de la chance qu'autre chose. Donc en prenant en compte les fondamentaux d'aujourd'hui, l'histoire qu'a Intel et où est-ce qu'elle en est actuellement, pour moi, ce n'est pas vraiment un bon investissement à l'heure actuelle, surtout à ce prix-là. Si on est à un prix plutôt aux alentours de 25 $, pourquoi pas tenter quelque chose? Je trouve que ça ferait sens de tenter quelque chose, même avec des fondamentaux pas excellents, mais avec un prix à 42 $, pour moi, c'est bien trop élevé et je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit intéressant d'investir et ça ne rentre pas dans mon portefeuille rentier boursier. C'est tout pour cette vidéo. Pense à récupérer en lien dans la description ta liste de 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec des commentaires et une note. Tout ça se trouve dans la description. Dis-moi également en commentaire si tu as apprécié cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses d'Intel? Est-ce que c'est une entreprise que tu as dans le portefeuille, que tu veux renforcer, que tu veux dégager du portefeuille? Dis-moi tout en commentaire. On ouvre les débats. Je suis ultra ouvert pour en parler. Ça peut être intéressant. Et pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!